Bonjour, chers frères et sœurs. Chers compatriotes ivoiriens, ivoiriennes, bonjour. Je suis Soko Balayi, président fondateur du Parti des démocrates républicains, PDR. En tant que citoyen meurtri des affres de la gouvernance politique en Côte d'Ivoire, en tant que ivoirien meurtri des affres de la gouvernance démocratique en Côte d'Ivoire. En tant que citoyen meurtri de la non-gouvernance politique en Côte d'Ivoire, en tant que citoyen meurtri du non-respect de la loi en Côte d'Ivoire, je mène peut-être là mon dernier combat. Parce que je suis surpris, je suis dépassé par ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire une institution. On va le dire, mais au bas mot, ce n'est pas pour rigoler. Mais je ne sais même pas écrire la date de naissance de quelqu'un. Tu vois un nom d'une personne qui lui donne un autre prénom, un prénom en plus. Thiam. Extrait de naissance Babo. Eh bien, pour la comptabilité des parrainages, on se trompe dans les calculs. Et ce n'est pas parce qu'on s'est trompé dans les calculs qu'on accepte de revenir recalculer. C'est-à-dire, je ne sais pas comment... Et si on redonnait, on confiait ces candidatures à une autre institution pour une autre lecture? Il faut qu'on le prenne ainsi. Le d'accuser le Conseil constitutionnel de ne pas faire son travail. Appelons une institution internationale et donnons à cette institution nationale les règles et les candidatures. Et que cette institution internationale dise effectivement qui peut aller à l'élection ou pas. Parce qu'on est incapable de faire les choses de manière juste. Donc, alors, c'est pas grave. On a toujours été colonisé, on est colonisé, c'est pas grave, c'est pas un problème. Alors, appelons une institution internationale pour regarder les dossiers, savoir qui a le droit, effectivement, d'être candidat. Si on ne peut pas faire ça, c'est pas la peine de vouloir aller à une élection présidentielle, parce que on n'a pas les mots. On trouve même pas, on n'a même pas le courage de parler de ça. Parce que c'est tellement gros qu'on ne sait même pas comment avancer les mots. Chers frères et sœurs, il y a une chose que je sais, qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas envie d'aller à l'élection présidentielle, on n'a pas envie d'aller devant les tribunaux avec les gens de pouvoir. Moi, c'est mon mal que j'ai. C'est la grande difficulté que j'ai. Et c'est la grande peur que j'ai pour la société ivoirienne.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que je pleure. J'ai fait de conférences. Il y a des choses pour lesquelles c'est la justice qui détermine ça. Mais et qu'est-ce que vous voulez? Gbagbo Laurent et Blé Goudé ont été envoyés en prison à l'Aïe gratuitement, sans preuve. Avant qu'ils ne sortent, on les a condamnés à encore 20 ans. Ils ont eu 10 ans. 10 ans plus 20 ans. Ça fait 30 ans. Et avec ces 30 ans, ils ne peuvent pas exercer une fonction politique. Alors qu'ils sont dans la rue. La question que j'ai toujours posée, depuis qu'ils sont sortis, ce n'est pas d'aujourd'hui. Je la pose toujours. Vous pouvez voir mes vidéos. Pourquoi Blé Goudé et Gbagbo Laurent ne peuvent pas poser plainte à Alassane Ouattara pour les avoir emprisonnés gratuitement pour 10 ans à l'Aïe et pour 20 ans en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi on ne pose pas plainte directement à Alassane Ouattara pour maltraitance du peuple? Parce que la question du procès que logiquement que Laurent Gbagbo et Blé Goudé doivent intenter contre Alassane Ouattara est le procès de la crise. Il y a eu plus de 3000 morts. Il y en a qui ont fait 10 ans en prison. Dès qu'ils sortent, ils ont 20 ans. Qui a tué les 3000 morts? Vous ne réglez pas ce problème. Vous courez pour aller à l'élection. Ah, vous les candidats. Et vous, quel genre de candidature? C'est à quel moment le peuple ivoirien pleure, est en train de pleurer? Allez-y au cimetière, même les fantômes, vous les entendez. Juste parce qu'on est incapable d'interroger la société pour savoir ce qui s'est passé, qui a fait quoi, pourquoi, et qui doit payer pour avoir fait ci ou pour avoir fait ça. Toutes les nations qui ont connu de telles crises, et Afrique du Sud, ou Rwanda, ou tout ce que vous voulez, ont eu un procès national. C'est la base de la réconciliation. Allez-y voir au Rwanda. Ils évoluent dans le sens de l'émergence. Allez-y voir en Afrique du Sud. Ils sont émergents. Allez, je parle des deux pays qui ont eu les plus grandes crises. Ils ont tellement bien réglé ce problème de manière ouverte que ça les a permis de se propulser en hauteur. Alors là, en Côte d'Ivoire, on est incapable. C'est pas possible. Depuis plus de 15 ans, on est incapable. On a eu des ministres de réconciliation, mais pour rien. Gaspiller de l'argent, gaspiller de l'argent, gaspiller de l'argent et gaspiller de l'argent pour faire semblant, pour faire croire aux uns et aux autres qu'on peut faire quelque chose. Alors qu'on est sûr qu'on ne fera jamais rien. Ce n'est pas avec le 4e mandat d'Alassane Ouattara que vous allez interroger Alassane sur les 50, 55 000, 100 000 morts en Côte d'Ivoire. Les pauvres Ivoiriens. Parce que quelqu'un veut gouverner, ils sont morts. Et personne ne peut les interroger
Parce que c'est celui qui voudrait gouverner et donc qui a provoqué les morts qui est au pouvoir. Et là, on est là, on regarde, on attend. On attend quoi? On préfère fuir pour aller prendre les armes, on préfère fuir pour aller prendre les bateaux pour aller en Europe. Et ça, on est pressé hein, pour fuir. Mais régler le problème de la société en Côte d'Ivoire, alors on ne peut pas. Quel genre d'Ivoirien on est? Devant nous, le président Alassane Ouattara viole la Constitution. Parce que, on va en parler, on est là pour en parler. Mais quelqu'un, quelle que soit la société, quelle que soit la civilisation, qu'elle soit démocratique, qu'elle soit autre chose, la personne qui est au pouvoir et qui met en place une réglementation nouvelle ne s'approprie pas les résolutions de la réglementation nouvelle. C'est-à-dire, par exemple, concrètement, si je suis président de la République, que je change la Constitution, les nouvelles règles ne me concernent pas. C'est le mandat après moi que ça concerne. Il y a plein de choses dont on va parler. Mais allons directement au sujet. Mais je pleure. Et cela a toujours été mes pleurs. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont un problème avec la justice. Surtout quand la justice concerne les autorités. Ah non, c'est eux qui sont là, il n'y a rien à faire. Comme c'est eux qui sont là, il n'y a rien à faire. Pose ta plainte déjà. On ne dit pas qu'on va le mettre en prison, mais poser une plainte à la salle pour une violation du troisième mandat, il n'aurait jamais eu le courage de déposer une candidature pour le quatrième mandat. Parce qu'on ne veut pas. Tout le monde n'a pas les moyens. Il y a des partis politiques qui sont subventionnés. Il y a des partis politiques d'opposition qui sont subventionnés. Le PDCI est dans l'opposition depuis Mathusalem. Quel genre de milliards que le PDCI n'a pas? De l'escroquerie de nos parents jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la subvention aujourd'hui. Quel genre d'argent que le PDCI n'a pas? Il ne peut pas poser plainte à Alassane Ouattara pour la violation du troisième mandat? Chers frères et sœurs, on est nos propres bourreaux. Parce qu'on est incapable de réflexion et incapable d'action. Là, aujourd'hui encore, ce n'est pas tard. Je demande à toute l'opposition et à toute la société civile ivoirienne, organisée ou non organisée, il est temps de poser une plainte à Alassane Ouattara pour la violation de la Constitution pour le troisième mandat. Parce que, quel que soit le docteur, quel que soit l'avocat, quel que soit le juge, on ne crée pas, quand on est au pouvoir, on ne crée pas des conditions pour s'approprier ces conditions-là. Ça n'existe nulle part ailleurs. Nulle part. Il n'y a pas un juge, il n'y a pas un avocat, il n'y a pas un ingénieur, il n'y a personne d'autre qui peut dire le contraire de ce que je dis. Quand on est au pouvoir, quel que soit le pouvoir, qu'on veut changer, parce que gouverner c'est prévoir, qu'on veut changer effectivement. Pourquoi on fait le pont? Pourquoi ils ont fait le pont? Il a fait le pont pour lui, il a fait le pont pour le peuple, et il a fait le pont pour le futur. Pourquoi il fait le métro? Il fait le métro pour lui, il a fait le métro pour le peuple et le métro pour le futur. Depuis qu'il a fait le métro, il a commencé à circuler. Et donc il fait le mandat pour qu'il soit le premier à inaugurer le métro.
Tous ces calculs, on les voit. Mais tout ne se peut pas en un jour. Si ce n'est pas toi, c'est les autres. Le troisième pont, c'est lui qui avait prévu le troisième pont. Non, le troisième pont a été financé avant qu'Alassane Ouattara ne vienne. Aujourd'hui, c'est sous son pouvoir que le troisième pont a été réalisé, mais il était financé avant qu'Alassane Ouattara arrive. Il met ça dans son projet. Non, ce n'est pas un projet à Alassane Ouattara et le troisième pont ne peut pas s'appliquer à Alassane Ouattara. C'est ça la gouvernance politique. C'est la continuité. Alassane il veut sur place pour faire tout seul. On n'est plus dans une continuité. La gouvernance politique pour Alassane Ouattara, c'est moi seul, maintenant, et c'est terminé. Après moi, il n'y a plus rien. Après moi, c'est Dieu. Même après moi, même Dieu, c'est lui, Alassane. C'est lui Dieu. Parce qu'après lui, il ne doit rien avoir derrière. On n'est plus dans une continuité. La gouvernance politique est une continuité. C'est pour ça qu'on limite les mandats. L'un vient avec son programme, il fait 5 ans. Si le peuple veut qu'il fasse 10 ans, il va faire 10 ans. Mais après ces 10 ans, il laisse la place à d'autres personnes. Pendant 10 ans, ces 2 générations, les autres aussi réfléchissent. Comment ils peuvent corriger tes erreurs? Comment ils peuvent faire avancer la société? C'est ça la gouvernance politique. Il ne faut pas croire que tout ce que tu as fait est bon. Tu peux faire de bonnes choses, mais qui peuvent comporter d'énormes erreurs. Il faut corriger ces erreurs-là pour le futur. Ce n'est pas parce que tu as fait un pont, il y a 1 million de ponts à faire, tu en as fait un. Et les autres? Il y a 1 million de routes à faire, tu as peut-être fait 10 km de route. Mais et les autres routes? On n'arrivera jamais à satisfaire un peuple. C'est pour cela, viens avec des bonnes idées et pendant ton temps de gouvernance, réalise ces projets-là pour laisser tes traces. Oui, quand cette personne était au pouvoir, voilà ce qu'elle a fait. Parce que tu ne peux pas gouverner à vie. Tu attends de mourir au pouvoir. Tu tues toutes les générations. Ah, vous êtes les premiers à dire, ah oui, on va donner le pouvoir à la jeunesse. Vous savez combien de jeunes talentueux qui meurent par jour? Combien de jeunes talentueux qui meurent par jour? Vous ne leur donnez même pas un minimum de chance d'aider leur pays. Ça, ce n'est pas de la gouvernance. Ce n'est même pas un comportement humain. De tels comportements est un comportement sauvageon. Il n'est pas humain. Quelqu'un qui veut gouverner à vie lui seul, et y compris lui, y compris ses supporters, n'ont qu'un comportement sauvageon. Il n'est pas humain. Chers frères et sœurs, nous allons nous référer un peu à partir de... Je voulais repartir, mais historiquement, on est dans une abondance de combats. Partons un peu à partir de 2020. Sinon, on aurait pu partir, par exemple, de 1990 ou de 2010. Partons un peu de 2010. Non, de 1990. Nous sommes dans la maltraitance du peuple et de la démocratie depuis 2010. Vous faites Boigny qui ne voudrait même pas entendre parler de démocratie, parce qu'il faut l'attendre aussi, hein, historiquement, et ça a des traces. Hein, ce que je dis là. Demandez à Laurent Gbagbo. Historiquement, ça a des traces. Au Fouet Boigny, là. Il ne voulait pas de démocratie. Parti PDCI, Parti démocrate, Parti PDCI, là.
vous demandez comment ça a été créé. Est-ce que c'est Houphouët qui a trouvé le nom? Non, c'est pas lui. C'est d'autres personnes qui ont trouvé ce nom-là. C'est pas Houphouët-Boigny. Chaque chose vient en son temps. On parlera de ça un jour. On n'est pas dans l'histoire. Mais ce qui est regrettable, c'est que dans notre histoire, en 1990, c'est le printemps, on va dire ainsi, de la démocratie en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, puisque nous parlons de la Côte d'Ivoire. Et c'est la date que le président Houphouët-Boigny va choisir pour tuer dans l'œuf la démocratie. C'est la date que le président Houphouët-Boigny va choisir pour tuer dans l'œuf la démocratie. Ça veut dire quoi? Au même moment qu'on a fêté donc le multipartisme, parce qu'il y a le multipartisme et il y a son application qui est la démocratie. Au même moment où on a donc travaillé pour le multipartisme, qu'on a admis le multipartisme, la première élection devrait être l'affirmation démocratique. La première élection, c'est l'élection multipartiste, l'élection d'ouverture. Il y avait un seul candidat, Laurent Gbagbo, contre Houphouët-Boigny. Alors qu'en 1960, il n'a pas payé de caution. En 65, 0 caution. 70, 0 caution. 75, 0 caution. 80, 0 caution. 85, 0 caution. 1990, quand il a vu quelqu'un en face de lui, il a imposé à moins de 5 jours de la clôture, il a imposé une caution. La première balle dans le cœur de la démocratie ivoirienne, c'est la première. Et ça a touché le cœur profond de la Côte d'Ivoire. Heureusement qu'en Côte d'Ivoire, même des villageois pouvaient réagir à ce temps-là. Un homme comme Sassou Kouao, au moment où tout le monde était en ébullition pour aider à ce que Gbagbo trouve les 20 millions. Au moment où nous tous nous étions en train de cotiser 500. En 5 jours, tu vas dire, j'allais cotiser 500 pour aller où? Sassou Kouao a payé de manière anonyme la caution de Gbagbo. C'est ce que les gens nous racontent. Moi, j'y étais pas. Mais au moins, Gbagbo a été candidat à cause de ce don de Sassou Kouao. C'est la première balle contre le peuple, contre la démocratie ivoirienne. La deuxième balle, c'est la balle donc de la prise des armes attribuée à Guy Robert. Le coup d'État contre Bédié. C'est la deuxième balle. Tirée cette fois-ci du côté droit. La première était du côté gauche. La caution, cette balle-là, est du côté droit. La République est renversée par les militaires. Heureusement que c'était une révolution, que c'était un coup d'État emprunté. Emprunté parce que celui qui a pris les armes, ce n'est pas lui qui a fait le coup d'État. Il ne savait pas qu'il y avait le coup d'État. Lui était dans sa retraite chez lui là-bas, Biakouma, Kabakouma, je ne sais où. Ils sont allés le chercher pour qu'il soit l'auteur du coup d'État, alors qu'il n'en savait rien.
2 balles meurtrières. Au-delà de ça, nous avons continué à vivre, sinon à survivre, du point de vue institutionnel. Donc, une autre constitution va pouvoir voir le jour parce que les règles étaient claires après un coup d'État qui met en place un ensemble de choses. C'était la deuxième constitution, la deuxième république. Une élection est organisée. Et un président est élu. Comment? Au moment où tout le monde était fier de cette organisation électorale, le pouvoir militaire se rend compte qu'il a peut-être fait une erreur, donc il veut absolument s'approprier du pouvoir politique. Mais c'était sans compter l'émulsion démocratique des citoyens. Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien, qu'on ne sait rien, qu'on ne peut rien faire. Moi, personnellement, j'ai pris la décision de m'opposer par l'organisation du peuple à la mascarade de Guy Robert. À la première heure du lundi, je crois 29, après les élections du 28. J'en ai fait un petit livre que je n'ai pas encore sorti. Voilà le brouillon. 29 octobre 2000, la marche du peuple contre le général Guy Robert. C'est moi qui l'ai soulevé. Je veux la contradiction. Le livre, il va sortir. Parce que la démocratie a besoin des traces. Comme l'histoire, la démocratie a besoin de traces. Les traces de l'évolution de la démocratie en Côte d'Ivoire vont être mises. Parce que cette trace-là, c'est une trace indélébile. Là encore, c'est une balle qui a été évitée. Parce que, imaginez-vous, si je n'avais pas fait moi de manière précoce, je vous dis, c'est lundi 29, je crois, 29, à 6 h que j'ai pris la décision. À 6h30, j'étais déjà dans la rue à Yopougon, en train d'appeler les gens. 6h30. Ça a duré combien de temps? De 6h, autour de 17, on a commencé à 7h, c'est autour de 17h, 17h30, 18h que la population est rentrée. Et elle nous a suivis, que la population s'est soulevée. À Yopougon. Tous les témoins sont vivants, y compris la cassette vidéo. Alors, on empêche, donc, le pouvoir politique qui arrive au pouvoir, donc il faut reconnaître que l'ouverture démocratique a été concrétisée par cette marche-là. Par l'élection, bien sûr, mais pour que l'élection soit une véritable victoire, c'est parce qu'il y a eu la marche. Sinon, comme on fait Boigny, Gueye serait aussi assis sur la démocratie. Notre combat a enlevé le pied que Gueye avait posé sur la démocratie. Et ça, nos combats a fait éclairer le minimum de démocratie
qui devait être vu à cette heure-là. Chers frères et sœurs, des institutions avaient été mises en place. Heureusement que Laurent Gbagbo, qui a repris son pouvoir politique, a continué à travailler, à conserver, à vouloir conserver ces institutions. Mais encore une troisième balle. L'accord Marcoussis. Parce que le coup d'État manqué, le coup d'État manqué s'est transformé en guerre, en division du pays, et en même temps s'est politisé pour se transformer en opposition. De telle sorte que le nid, le kyste qui a été fait par la révolution, par les armes, par les rebelles, a poussé ce kyste-là, s'est gangréné, a fait un cancer. Donc, c'est dans une gouvernance cancéreuse que le président Laurent Gbagbo, tant bien que mal, a résisté. Il était dans une résistance de gouvernance politique. Il était dans une résistance. Il ne voulait pas abandonner le peuple aux rebelles. C'était une véritable résistance dans laquelle il était. Rébellion, premier ministre, tout ce que vous voulez. Elle dit tous les ministres les plus forts, d'abord. Et ils étaient autour de 23, 21, 23 membres, c'est-à-dire sur 30, il y avait à peu près 23 rebelles. Comment et quel genre de gouvernance vous pouvez faire quand vous êtes déjà submergé en nombre par ceux qui ont les armes et submergé en importance de postes par ceux qui ont les armes? Comment vous pouvez faire quoi? Troisième balle dans le cœur du peuple. Nous arrivons en 90, où les blessures travaillent. À un moment donné, il faut lâcher de l'Est. C'est ce qui a été fait. Pour une élection, nous savions très bien, difficile, mais nous n'avions que Dieu. Nous prions Dieu pour que les choses se fassent bien. Mais c'était sans connaître le sort démoniaque qui avait été réservé à la Côte d'Ivoire. Un sort démoniaque. Quelles que soient les élections, quel que soit ce que vous allez faire, eh bien, il y a un camp qui allait gagner. Eh bien, les lettres viennent d'ailleurs, les téléphones viennent d'ailleurs, les pasteurs. Faites tout ce que vous voulez, mais le gagnant doit être Alassane Ouattara. C'est ce que nous avons vécu. Et pour que ça se réalise, même le président de la République a été capturé pour l'amener jusqu'à l'Aïe. Quatrième balle. La cinquième balle. Alors, une élection se fait. Premier tour joyeux, tranquille. Victoire de Laurent Gbagbo. Et comme d'habitude, ils ont cet exercice-là, les non-clartés. On travaille dans le noir. Au moment où tout le monde sait que Konan Bédié a eu le plus grand nombre de voix pour accompagner Gbagbo Laurent, enfin, pour être opposé à Gbagbo Laurent au deuxième tour, non, par des micmacs bizarres, on dit c'est Alassane Ouattara qui est deuxième. Kakabe qui aujourd'hui
Kakabe qui est peut-être, c'est pour ça peut-être qu'on a primé Kakabe, non? Kakabe l'a dit tout de suite que non, c'est faux. C'est Colin Bédier qui est deuxième, ça ne peut pas être Alassane Ouattara. Voilà les voix. Kakabe l'a dit tout de suite. Et d'autres personnes ont dit. Alassane Ouattara n'a jamais été deuxième pour rencontrer Laurent Gbagbo en 2011. C'était un micmac. Et ce micmac-là était un micmac de victoire obligatoire. Chers frères et sœurs, la 6e balle. Écoutez bien la campagne de Alassane Ouattara. San Pedro, 300 milliards à déposer, à déverser, surtout déverser. Comment dire, Soubré, 400 milliards à déverser. Gagnois, 300 quelques milliards. Eh bien, Dalois, 600 milliards. Partout, dans chaque région, il y a des milliards à déverser. C'est-à-dire, je ne sais pas, quel genre de mouche a piqué je ne sais quel genre d'Ivoirien? On n'est plus en politique, mais on était dans un rêve, ou bien on était dans un cauchemar. Des milliards tombés du ciel, dans telle ou telle région. Et la conséquence est névrotique. Puisque le mandat de 2010, 2011, 2016, 2015, zéro pointé. Le bilan du mandat est zéro pointé. Sur le plan de la santé, le programme, zéro. Sur le plan de l'éducation, son programme, c'est zéro. Sur le plan du travail, le programme, c'est zéro. Sur le plan de l'hébergement, son programme, c'est zéro. À tous les niveaux, c'est zéro pointé. Donc, malgré qu'il y avait la promesse qu'il devait faire 2 mandats, ah non, il faut qu'il se batte pour faire 2 mandats. 7e balle. Alors, il s'est mis au pouvoir, donc, contre toute entente, en 2015. Et en 2016, il trouve les moyens de changer la Constitution. C'est-à-dire, pour ne plus sentir les odeurs, de la particularité de sa candidature de 2011. Il change donc la Constitution pour travailler dans notre environnement. Mais la question que je voulais poser aux Ivoiriens, et je voulais poser à tous les juristes, parce que ce n'est pas seulement aux Ivoiriens, je pose la question à tous les juristes, y compris le Conseil constitutionnel. Je pose la question à tous les intellectuels, ivoiriens, internationaux. Je pose la question à tous les intellectuels ivoiriens et à tous les intellectuels internationaux. Je pose la question à tous les juristes ivoiriens et à tous les juristes internationaux. Quand on est au pouvoir et qu'on trouve nécessaire de changer la Constitution, ce changement s'applique-t-il à nous ou pas? La réponse, c'est pas. La réponse, c'est non. Quelles que soient les cultures, quelle que soit la culture politique, ou même non politique, quand tu changes les règles alors que tu es au pouvoir, ces règles-là ne s'appliquent pas à toi. Gouverner étant prévoir
Ton rôle, c'est d'améliorer le futur. Donc ainsi, tu as le devoir de proposer des choses qui peuvent améliorer le futur. Mais pas pour t'approprier des résolutions. Parce que si tu t'appropries des résolutions, revenons sur Alassane Ouattara. Je le dis haut et fort. Il n'avait pas le droit, et il n'a pas le droit de s'approprier les résolutions de sa constitution, de sa troisième constitution. Parce que ce qu'on appelle un délit d'initié, je m'adresse aux juges, je m'adresse aux avocats. Ce qu'on appelle un délit d'initié, c'est-à-dire en faisant ce que tu fais, tu caches à tout le monde que ça peut t'aider à faire autre chose dans le dos de tout le monde. Ce qu'on appelle un délit d'initié. Les initiés, un, deux avocats, qui savent que n'importe comment ils vont défendre derrière qu'il peut le faire pour telle ou telle raison. Oui, c'est un délit d'initié. On fabrique quelque chose qui va nous profiter un jour et on dit à tout le monde que c'est faux. Ça, en Côte d'Ivoire, on n'aime pas la justice. Ça, c'est vrai. Mais il faut qu'on apprenne à aller devant la justice avec les autorités et contre les autorités. Moi, je veux qu'on essaye de faire une pétition nationale pour poser une plainte directement contre Alassane Ouattara pour la violation de la Constitution au profit d'Alassane pour le troisième mandat. Parce qu'il n'a pas le droit, ce n'est écrit nulle part qu'il peut faire un troisième mandat. Qu'ils nous disent où ça a été écrit. Que ça a été écrit, si c'est écrit dans le troisième mandat, dans la troisième Constitution, il faut que ce soit clair et net. D'ailleurs, changeant les règles, il n'a pas le droit de s'approprier des règles. Et ce n'est écrit nulle part. Ils font des lectures, mais quel genre de lecture? Quand un endroit qu'on parle au peuple et qu'on parle pour le peuple, c'est qu'on écrit là. N'importe quel citoyen doit pouvoir lire ça. On ne doit pas écrire des choses comme un Guinamori pour dire ah, oui, c'est le Guinamori seulement qui peut voir. Non, ce n'est pas une question de Guinamori. N'importe quel enfant, déjà, à partir de ceux deux, quand il lit, il peut comprendre. Il ne peut pas avoir une lecture pour les juges et une lecture pour le peuple. C'est une mauvaise loi. Et là, tu dis, oui, mais c'est le conseil, c'est la loi. Non, toute une loi qui est mauvaise ne peut pas s'appliquer. Elle est mauvaise. La loi, elle n'est pas bonne. Ce n'est pas parce que c'est une loi qu'elle doit absolument s'appliquer sur le peuple. Les conséquences de la loi doivent être favorables au peuple. Dès que les conséquences de la loi sont négatives au peuple, c'est une mauvaise loi et elle ne doit pas s'appliquer. On fait la politique, on fait les lois, parce que c'est avec les lois qu'on fait la politique. On fait les lois pour favoriser le bien-être du peuple. On fait les lois pour favoriser le bonheur du peuple. On fait les lois pour favoriser le progrès du peuple. On fait les lois pour favoriser le développement du peuple. On fait les lois pour favoriser la satisfaction des besoins du peuple. On fait les lois pour favoriser la satisfaction des intérêts du peuple. Quand ce n'est pas dans l'intérêt du peuple, cette loi, elle est mauvaise. Quand elle est mauvaise, elle ne doit pas s'appliquer. Ce n'est pas seulement pour Alassane Ouattara, mais c'est pour toute la vie. C'est pour tous les autres gouvernements qui vont venir. Une loi mauvaise ne doit pas s'appliquer. On parle du Conseil constitutionnel. Et il faut peut-être faire revenir le Conseil d'État. Pour que le Conseil d'État joue le rôle de moralisation.
combat démocratique à faire. C'est à nous de trouver les voies et moyens de normaliser notre société, de rationaliser notre société, d'humaniser notre société, de rendre possible la vie de manière égalitaire en Côte d'Ivoire. On n'y est pas à tous les points de vue. Chers frères et sœurs, nous sommes dans cette difficulté de gestion humaine, de gestion sociale, de gestion économique, de gestion morale, de gestion culturelle. Des gestions donc des affaires publiques. Quand on ne peut pas, gérer les affaires publiques, on ne reste pas au pouvoir. Parce que c'est faire mal au peuple. Parce que ce qui ne doit pas arriver, arrive. Chers frères et sœurs, on va aller un peu plus loin. Quels sont les procès? Quels sont les procès que nous devons instruire ici et maintenant à Côte d'Ivoire? Premièrement, le procès de la crise. Le procès de la crise post-électorale. Ça fait 15 ans que nous attendons cette crise-là, ce procès-là. Ça fait 15 ans que nous sommes dans cette crise et ça fait 15 ans que nous attendons ce procès-là pour normaliser un tant soit peu la société ivoirienne. Pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes fassent leur deuil. Plus de 55 000 morts ou 1000 morts, 100 000 morts. Oui, mais il faut que les Ivoiriens fassent leur deuil. Faisons le procès de la crise qui sera en même temps le procès de la réconciliation. Vous ne pouvez pas laisser une telle société, la société ivoirienne, indéfiniment dans l'inconnu. C'est-à-dire se poser des questions de qui a tué les Ivoiriens pendant 200 ans où l'eau a passé sous le pont, on ne doit plus jamais en parler. Ah non? Ce sont les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriennes. On ne doit jamais les oublier. Et aucun mort dans cette crise-là ne doit rester indéfiniment impuni. Un jour ou l'autre, il faut que le procès se fasse. Deuxièmement, le procès de la Troisième République. Quand on met en place une Troisième République, alors qu'on est dans la deuxième, je voudrais que les juges ou les avocats ou tous les partisans d'Alassane ouvrent un peu, un minimum, un peu de sens humain. Là, on n'est pas en train, on est en démocratie là, on est en politique, comprenez? On est en politique. Donc, ouvrons un peu, un minimum de sens
Parce que ce qui nous arrive là, peut nous arriver demain. Donc, trouvons le temps de la jurisprudence. Ce qui se passe là, si ça se passe demain, qu'est-ce qu'on va dire? Ça, la jurisprudence. Tu ne peux pas être au pouvoir, faire une autre constitution, une autre loi, parce que la constitution, ce n'est que la loi fondamentale, hein. Ce n'est qu'une loi. Et puis s'appliquer les résolutions de cette loi. Ça n'existe nulle part. Alors ça ne peut pas inventer la démocratie, puisque en matière de démocratie, il y a un problème déjà. Il ne peut pas inventer la démocratie. Il ne peut pas réécrire la démocratie. Parce que la démocratie suppose le respect déjà de l'homme, le respect déjà de soi, le respect de l'autre et le respect des règles. Si on est dans le respect de soi, tu ne peux pas faire une loi et t'asseoir sur les nouvelles règles. C'est que tu ne te respectes pas, premièrement. Deuxièmement, tu ne respectes pas l'autre qui est en face, donc tu ne respectes pas le peuple. Troisièmement, tu ne respectes pas les règles, donc la loi. Tu es dans une république pour laquelle tu as été élu pour 2 mandats. Tu es à ton 2e mandat. La 2e république a ses règles. Tu es sous le couvert de la 2e république. Tu ne fais pas une loi pour sortir dans la 2e république. Tu es en plein pied. Tu viens d'être élu par la 2e république. Alors, il aurait fallu que tu dises non, ça ne m'intéresse pas. Il aurait fallu que tu démissionnes. Je veux attendre les juges d'Alassane Ouattara. Il aurait fallu que Alassane Ouattara démissionne d'abord et qu'on refasse une autre élection. S'il voudrait que la 3e République, qu'il voulait s'appliquer les règles de la 3e République. C'est-à-dire, on met fin à la 2e et on rentre dans la 3e. C'est-à-dire, en 2016, après donc l'élection de la 3e République, Alassane Ouattara et tous ses ministres, tous ses députés devaient rendre démission. Lui, les députés, les maires, tout le monde, toute l'institution doit être balayée. On met en place une équipe de transition qui travaille à la mise en place de nouvelles règles de la 3e constitution. Donc, la 3e République. Et ce sont à la base de ces nouvelles règles de la 3e République, on organise une nouvelle élection à laquelle Alassane Ouattara, naturellement, peut être candidat. S'il gagne en 2016 ou en 2017, il fait son 3e mandat. Il fait 2017, il rentre donc dans la 3e constitution. Mais, c'est pas parce qu'il est rentré dans la 3e constitution qu'il va faire 2 mandats. Il en avait déjà fait 1. Donc même dans la 3e constitution, il ne ferait qu'un seul mandat. Logiquement, pour revenir en arrière, la 3e constitution dont il parle et donc les gens parlent, ou dont ces juges parlent, ne le concerne pas. Je veux le débat. Je veux le débat. Ça ne le concerne pas. Il a été élu en 2015. En 2016, il fait une constitution. Il est en plein pied, en plein exercice de pouvoir du 2e mandat de la 2e République. S'il veut faire une 3e République, c'est pour le futur, c'est pour les générations à venir, ce n'est pas pour Alassane Ouattara. C'est pour cela que je souhaiterais que le peuple se batte
pour coller ce procès de violation de la Constitution pour le troisième mandat à Alassane Ouattara. Il faut lui coller ce procès-là. Et comme il veut être candidat, c'est là deux procès différents. Pour la première violation de la troisième Constitution, pour le troisième mandat, et pour la violation anticipée du quatrième mandat. Parce que déposer le dossier, tu as déjà violé la Constitution. Tu ne devrais plus. Tu as épuisé tes quotas de présentation. Le reste n'est que de la violation. Je veux le débat. Ou faites le débat avec tous les juristes que vous voulez. Parce que ce que je dis n'est pas exceptionnel. Chers frères et sœurs, il y a des procès qu'on doit faire contre le pouvoir à Alassane Ouattara. Le procès du mandat de la jeunesse. 2015-2016, c'était le procès du mandat de la jeunesse. Il faut faire ce procès pour qu'il nous explique ça, ce qu'il appelle, lui, procès de la jeunesse. C'est qu'il nous dise tout ce qu'il a mis en place, toutes les dispositions favorables à la jeunesse pendant 5 ans. Les moyens, l'argent, les structures, les infrastructures qui ont été mises en place pour la jeunesse pendant 5 ans, de 2015 en 2020, Alassane Ouattara doit pouvoir dire ça au peuple. Un autre procès doit être fait à Alassane Ouattara. 1 milliard par jour. Où sont entrés les milliards de la jeunesse par jour? Comment ces milliards-là ont-ils été distribués? Un autre procès doit être fait à Alassane Ouattara. Et à son pouvoir. Faire de la jeunesse aujourd'hui des buveurs et des vendeurs de drogue. Allez-y dans n'importe quel village. Allez-y dans n'importe quel village. Je dis n'importe quel village. Même dans mon village à Kosewa, il y a des fumoirs. Dans n'importe quel village. Je viens de faire une tournée dans les villages. Que ce soit à Saye, que ce soit ici à Sayewa, que ce soit à Gaïwa, que ce soit à Gibiwa. On ne peut pas citer tous les villages, mais j'ai dit tous les villages. Je suis à Toutoubré le matin. Je regarde les jeunes passer. Je suis sur mon oncle. Je vois les jeunes passer. 1, 2, 3. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Alors je demande à mon cousin, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté là-bas? Il y a quelque chose qui te passe? Il dit où? Il dit non, il a fait une bonne vingtaine de jeunes que je vois passer. Il y en a un. Il a dit non, il n'y a rien. Il dit mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un problème. Il dit non, il n'y a pas de problème. Les jeunes là, ils vont dans leur coin. Il dit quel coin? Il a rigolé. Il dit allons te revoir. Il m'amène. Il dit, on n'est pas arrivé devant eux, mais il a dit, toi, ils sont en train de fumer. Il n'y a que ça qu'ils font maintenant. Dans tous les villages où je suis passé, je me suis renseigné. Oui, dans chaque village, il y a un fumoir.
Et ça, on a gouverné, on a développé. Développer, tu développes d'abord le peuple, le citoyen que tu développes. Le progrès, c'est sur le citoyen. Le progrès, c'est déjà par la moralité, la mentalité du citoyen. On donne de l'intelligence aux jeunes en les formant. On leur donne du savoir et du savoir-faire. Formation qualifiante, métier et travail. On ne les pousse pas à la drogue. Quel genre de société que vous gouvernez et que vous voudrez gouverner? Si c'est ça, votre réussite, c'est un échec éclatant, épatant, cataclysmique, tsunamique. Au lieu de faire le bilan de la catastrophe gouvernementale, après 15 ans de pouvoir, vous êtes capable de mentir au peuple que vous avez fait tellement d'exceptions positives qu'il faut que vous restiez au pouvoir et que c'est le peuple qui va vous chercher pour que vous soyez candidat. Dites-moi, vous avez fait quoi? C'est un sondage que vous avez fait? C'est un sondage? C'est un référendum? C'est un sondage? Comment vous avez... par quel moyen vous avez consulté le peuple pour que le peuple dise que c'est Alassane Ouattara qu'il veut? Et par quel moyen vous avez consulté le peuple pour que le peuple lui dise d'éliminer tous les candidats possibles? Il y a un problème dans mon pays. Ce problème-là ne peut avoir de solution que par la révolution populaire. Nous y sommes. Peuple de Côte d'Ivoire, la balle est dans votre camp. Parce que dans 20 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, si rien ne change aujourd'hui, ce sera la continuité. On est là, d'ici une semaine, on va aux élections. Quel programme? Quelle idée? Avec qui? Et comment? Pour faire quoi? Le peuple attend de savoir qui, après cette catastrophe tsunamique, qui va prendre les destinées de tous les citoyens et de toutes les citoyennes pour renverser la courbe de la catastrophe tsunamique gouvernementale. Il faut renverser la courbe de la catastrophe tsunamique. Renverser la table. Tout ce que vous savez comme gouvernance rattrapageuse, tout ce que vous savez comme drogue, tout ce que vous avez, il faut que le peuple se prenne en charge. La boîte à outils qui va être posée sur la table va être remplie d'idées et de propositions du peuple lui-même. Le changement, c'est maintenant. Et le changement, c'est une obligation du peuple. C'est au peuple d'imposer le changement maintenant. Le peuple doit reprendre son pouvoir dans la rue. Le peuple
en reprenant son pouvoir, mettra en place les conditions normales, rationnelles de gouvernance politique. Le peuple en a marre de vivre comme il vit. Vous pensez que c'est meilleur, mais le peuple pense que c'est négatif. On vous donne un minimum de temps de réflexion, de discussion, de partage, d'écoute. Le peuple vous offre cette possibilité d'échanger. Un dialogue franc, un dialogue populaire, un dialogue entre le peuple et le gouvernement. Mais non, les gouvernants, ce n'est pas le problème. Ils oublient qu'ils ne sont que des manœuvres du peuple. Tous les gouvernants, y compris le président de la République, ne sont que des manœuvres du peuple. S'ils oublient, on doit leur rappeler ça. Le président de la République, c'est une manœuvre du peuple. Le ministre, c'est une manœuvre du peuple. Le sénateur est une manœuvre du peuple. Son député est une manœuvre du peuple. Le président du conseil régional est une manœuvre du peuple. Le ministre district, là, c'est une manœuvre du peuple. Vous n'avez d'existence que de l'existence du peuple. Sans le peuple, vous n'existez pas. Vrai ou faux? Je veux le débat. Sans le peuple, vous n'existez pas. Il vous nomme. Si vous voulez, il vous vote. Il vous donne sa puissance. Il vous donne sa souveraineté. Il vous donne son autorité. Il vous paye pour votre propre vie. Et vous donne les moyens de venir l'aider. Mais non, ça ne suffit pas. Il vous donne tout, même les moyens pour que vous veniez l'aider parce que votre seul rôle, c'est d'être au service du peuple. L'unique rôle de l'homme politique, c'est d'être au service du peuple. C'est un autre rôle. Moi, je voulais l'écouter. Et le peuple voulait l'écouter. L'unique responsabilité de l'homme politique, c'est de se mettre au service du peuple. Vous n'êtes que des manœuvres. Prenez cette caricature. L'homme politique, le leader politique, en responsabilité, c'est-à-dire élu ou nommé, qui a des responsabilités politiques, n'est qu'une manœuvre du peuple. S'il ne sait pas, il doit le savoir. Je donne cette image. Le peuple a un jardin à entretenir. Le jardin du peuple, c'est la société. Ils nomment donc des représentants. Vous savez bien que les élus politiques ne sont que des représentants. Mais pourquoi ils sont des représentants? Est-ce que vous avez pensé un peu à ça? Ils nomment des représentants. D'abord, ils créent les structures. Il permet la création de structures intelligentes pour venir le servir rationnellement. Donc, il permet l'organisation des structures rationnelles pour son service. Donc, députation, mairie, conseil régional, sénatorial, gouvernement, président de la République et autres institutions sont mises en place pour servir rationnellement le peuple. Pour servir le peuple, ses représentants dans ses manœuvres doivent venir travailler dans son jardin. C'est le jardin du peuple. C'est le jardin. Ce jardin-là, c'est la société. C'est elle qui est nourricière de l'ensemble du peuple.
Parce que dans la société, c'est le jardin. Dans ce jardin, il y a des fruits, il faut planter des arbres fruitiers. Le rôle donc de ces manœuvres-là, c'est d'entretenir le jardin, prendre les fruits en temps normal et venir les livrer au peuple. Il y a plusieurs fruits, la preuve, il y a plusieurs ministres. Chaque ministre a son fruit. Oui, du ministre de l'Agriculture au ministre de Transport. Oui, toi, tu as le fruit du transport. Eh bien, le fruit du transport, tu viens donner le fruit du transport au peuple. Je caricature, mais je suis en démocratie là. Toi, tu es ministre du transport là. Tu dois venir travailler dans le jardin du peuple pour offrir, pour que ton offre de transport au peuple soit rationnelle. Est-ce qu'il y a une offre de transport en Côte d'Ivoire? Zéro. Il n'y a pas d'offre de transport. Je caricature pour que tout le monde comprenne. Le ministre du Transport, qui est un représentant du peuple, le peuple lui donne les moyens. Il a un budget. Avec ce budget, il doit travailler pour offrir gratuitement ou à moins de frais du transport au peuple. Je pose la question, le ministère du Transport offre-t-il les moyens de transport public au peuple? J'attends la réponse. Non. Je pose la question. Le ministre du Transport offre-t-il les moyens de transport public au peuple? Non. Quels sont les moyens de transport public? Vous allez me poser la question. Route et véhicules roulants. La route et le véhicule roulant doivent être offerts au peuple gracieusement. Oui, on pourrait lui demander une participation. Par exemple, oui, chaque mois, on peut demander une participation pour ceux qui voyagent. Tu peux prendre, tu payes ça. C'est quoi ailleurs? Il y a ce qu'on appelle des cartes. Ou on a encore la carte de bus. Oui, c'est une participation. C'est une participation. On devait les faire jusqu'à dans les villages. C'est-à-dire, on a un problème. Il n'y a pas d'offre de transport déjà. Vous allez me poser la question de savoir comment ça devait se faire. Oui, mais c'est facile. Responsabiliser les régions dans l'organisation de l'offre de transport public. Le gouvernement doit rationaliser l'offre de transport en responsabilisant les régions et en faisant en sorte que chaque région crée une régie de transport. On va dire, grosso modo, il y a 31 régions. Il doit y avoir 31 régies de transport. Les responsabilités qui vont te dégager de ces régies de transport, premièrement, c'est une responsabilité interne. C'est-à-dire, dans la région, le conseil régional doit faire en sorte que tous les villages soient désenclavés. Routes goudronnées, premièrement. Deuxièmement, il doit mettre en place les véhicules de transport public qui appartiennent à la région. Dans toutes les régions. Chaque régie de transport doit faire ses routes et mettre en place un moyen de transport public.
Maintenant, ces différents régimes de transport doivent, par rapport à la distribution de la route, ou au moyen qu'ils mettent en place, ils doivent travailler effectivement à l'interconnexion des régions. Un exemple, d'Abidjan à San Pedro ou à Dabou, enfin d'Abidjan à San Pedro, oui, il y a des régions. Ces régions-là doivent effectivement faire un travail de solidarité. C'est-à-dire, s'il y a 4 ou 5 régions, ces 4 ou 5 régions doivent se mettre d'accord pour partager l'organisation de la route. Et donc, toute cette route-là, elle va être organisée par les régions. À part le transport interne région, il doit y avoir le transport, il n'y a pas le transport inter-villageois, il doit y avoir le transport inter-région. Je prends l'exemple banal. Abidjan, on va à San Pedro. Moi, je viens à Vergo. Je suis à San Pedro ou je suis à Soubré. Oui, d'accord, il y a des régions qui se touchent. Je suis dans le Go. Le Go est, comment dirais-je, le Go touche le Nawa, le Go touche le Haut-Sandra, le Go va toucher d'autres régions, le Dibois ou d'autres régions. Donc, la jonction interrégionale doit pouvoir être faite avec les régions qui sont proches de nous. Voilà, grosso modo, je n'ai pas le temps d'expliquer. Nous, on a un programme, on y travaille. Donc, voilà comment on doit organiser l'offre du transport national pour que ce transport national bénéficie au peuple entièrement et de manière qualitative. Chers frères et sœurs, le combat qui nous conduit donc à cette vidéo, c'est le combat final de la liberté du peuple. Je suis là pour faire un appel au peuple, un appel de soulèvement populaire, un appel de révolution démocratique. Avant la date de l'élection présidentielle, le pouvoir Alassane Ouattara doit quitter ses bureaux. Le peuple en a marre. Trop, c'est trop. Alassane Ouattara et son pouvoir politique n'ont pas d'oreilles. Il faut, comme le Magouya, ils ont coupé les oreilles. Ils n'entendent rien. De qui que ce soit, de quoi que ce soit. Mais le peuple, lui aussi, a coupé ses oreilles. Le peuple n'entend plus rien. De qui que ce soit aussi. Chaque temps est un combat aujourd'hui pour le peuple. Chaque temps est un temps de combat aujourd'hui pour le peuple. Jusqu'à ce que le pouvoir politique tombe. Il n'y a pas d'alternative. Le temps de discuter est passé. On est dans le temps de l'action. J'appelle encore une fois de plus tout le peuple de Côte d'Ivoire à se lever pour aller chercher son pouvoir politique. Parce que le pouvoir politique appartient au peuple. C'est avec le pouvoir politique qu'on gère la société. C'est celui-là qu'il faut aller chercher. Le pouvoir politique. Et le pouvoir politique, on doit aller chercher dans la rue. Pas seulement dans la rue, mais on doit aller le chercher là où il se trouve.
Parce qu'on ne peut pas être dans la rue et que les autres ne peuvent pas être là où ils sont pour tirer sur nous ou pour faire n'importe quoi sur nous. Il faut les empêcher de tirer sur nous. Il faut les empêcher de nous tuer. Il faut les empêcher d'avoir le pouvoir qu'ils ont pour nous tuer. Il faut aller les chercher. Parce que ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux-mêmes qui nous appellent. Venez nous chercher. Vous comprenez? Quand pendant des mois, même des années, tout le monde se bat pour mettre un minimum de consensus, de compréhension, d'écoute, de rationalité, de paix, et qu'un camp refuse d'écouter tout ce que le peuple propose, ce n'est pas le peuple. Le peuple est poussé à l'action. Quand on lit le nom dit d'Alassane Ouattara, de son pouvoir, venez nous chercher. Voilà ce que dit Alassane Ouattara et son pouvoir. On s'en fout, venez nous chercher. Eh bien, vous ne faites rien pour attendre. Parce qu'on viendra vous chercher dans la rue. Le temps des choses viendra obligatoirement. Chaque chose vient en son temps. Attendez, nous viendrons vous chercher. Nous savons ce qui nous attend. Le peuple, dans sa révolution, il meurt toujours pour lui. Parce que l'important, c'est le futur. Nous mourrons pour les nouvelles générations. Parce que nous ne pouvons pas abandonner les nouvelles générations. Nous ne pouvons pas être en train de souffrir comme des serpillères et léguer à nos générations cette souffrance des serpillères. Le combat de la révolution populaire en Côte d'Ivoire a sonné. Oui, nous n'avons pas d'indépendance. C'est le temps de recouvrer notre indépendance. Oui, nous n'avons pas de liberté. C'est le temps de recouvrer notre liberté. Nous n'avons pas de souveraineté. Nous n'avons pas de dignité. Nous n'avons rien qui nous identifie en tant qu'humains. Nous n'avons rien qui se prépare pour nous et pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et l'avenir de la société ivoirienne. Nous n'avons rien. Ce combat, c'est le combat du futur, du meilleur du futur. Tous au combat. J'appelle à la révolution démocratique. Merci. Le combat continue. À bientôt.